bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Pierre Corvol. Donc j'avais préparé une petite introduction sur un morceau de papier, et pas par ChatGPT, j'ai perdu mon papier. Mais il se trouve que je connais Pierre Corvol suffisamment pour, en principe, pouvoir vous le présenter sans trop faire d'erreur, et puis il corrigera. Donc Pierre est médecin de formation, la spécialité est endocrinologue, et dans la spécialité endocrinologue, il s'est intéressé beaucoup à l'hypertension, essentiellement à l'hypertension, où il a obtenu une reconnaissance internationale importante pour un peu déchiffrer les mécanismes qui pouvaient réguler l'hypertension et qui ont permis le développement de médicaments anti-hypertenseurs efficaces sur des bases mécanistiques. Pierre était initialement dans un environnement cardiologique connu à Paris, qui est l'hôpital Poussin. Et puis, en fait, on s'est rencontrés quand on a travaillé ensemble à l'hôpital européen, Georges Pompidou. Et dans les deux cas, il a dirigé un service sur la tension, sur l'hypertension, et de renommée internationale, et qui, c'est des gens qui ont fait des choses pionnières, qui continuent à avoir une grande réputation avec les successeurs de Pierre. Donc Pierre est un scientifique vraiment très, très reconnu. Il a été professeur au Collège de France dans la chaire de médecine expérimentale, la chaire de Claude Bernard, un prédécesseur, mais prestigieux. Il était même administrateur du Collège de France, il était membre de l'Académie des sciences, dont il a été président. Donc maintenant, Pierre fait semblant de couler une paisible retraite en étant extrêmement actif, et en particulier en étant actif dans le domaine de l'intégrité scientifique, parce qu'en 2016, on lui a demandé, le ministre de l'époque, c'était Thierry Mondon, lui a demandé de faire un rapport sur l'intégrité scientifique, qu'il a fait, bien entendu, qui était remarquable et qui a posé les bases de toute la réflexion qu'il y a eu sur l'intégrité scientifique et de toute la d'une partie de la législation, de toute la législation qui a été faite sur l'intégrité scientifique. Donc le rapport, et puis il y a eu une loi, un décret, et un certain nombre de choses qui ont été construites, en particulier le fait que chaque institution doit avoir un référent intégrité scientifique. Ça m'a permis de passer ma retraite un peu moins calmement que prévu, puisque je suis référent intégrité scientifique pour l'université Paris-Cité. Donc quand on réfléchissait sur un thème sur la confiance qu'on peut avoir avec les scientifiques, c'est un thème qu'on a un peu abordé avec Étienne Klein. Donc l'invitation à Pierre Corvol s'est faite comme une évidence, parce qu'il a vraiment beaucoup travaillé, connaît vraiment bien le sujet. Alors, sur l'intégrité scientifique, mais la question à laquelle on essaie de répondre, c'est est-ce qu'on peut ou non faire confiance aux scientifiques? Et j'espère qu'à la fin, on arrivera à faire une conclusion grâce au topo que tu nous fais. En tout cas, c'est un grand plaisir que j'ai à t'accueillir ici. Merci, et tout à l'heure, on débattra à la fin de ta conférence, de l'ordre de 40-45 minutes. Merci beaucoup, Philippe. Et je suis très, très heureux de vous voir aussi nombreux. Parce que franchement, ce n'est pas un sujet extraordinairement enthousiasmant au départ que de parler de l'intégrité scientifique. Intégrité, c'est pas enthousiasmant parce que qu'est-ce qui est intègre? C'est quelque chose que l'on ne touche pas, que l'on ne modifie pas, qui reste dans son état initial.
Et puis, intégrité scientifique, on va parler naturellement de science et de possibilités de méconduite scientifique. Tout cela, finalement, est quelque chose qu'on pourrait penser évident, à savoir que la science est finalement pure. C'était quelque chose qui prédominait comme idée à l'époque, disons, fin du 19e, début du 20e siècle. Poincaré, le mathématicien, par exemple, disait que la science était pure et qu'il était ridicule de s'inquiéter des dérives qu'elle pourrait avoir dues aux scientifiques eux-mêmes. On n'en est plus là. Ce mythe d'une science pure, malheureusement, s'est effondré plus ou moins avec le temps, et c'est ce qu'on va voir. Et il a fallu du temps quand même pour qu'il y ait un sursaut à la fois des scientifiques, au sens large du terme, mais aussi des politiques. Et on ne peut pas dissocier finalement l'intégrité scientifique de sa prise en charge par la société et par les politiques pour pouvoir faire en sorte que la science puisse être reconnue comme, je dirais, intègre, comme fiable, comme source de progrès, et non pas comme source de doute ou de suspicion de fraude. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais vous raconter, car finalement c'est une histoire récente que la prise en compte de l'intégrité scientifique, et c'est pour ça que j'ai intitulé mon topo « L'irrésistible ascension », parce que quand on m'a demandé, comme l'a rappelé Philippe Beaune à l'instant, de prendre en charge cette mission, en quelque sorte, pour fournir un rapport source de propositions, eh bien, on parlait pratiquement pas d'intégrité scientifique. C'était quelque chose qui existait, certes, les méconduites, mais c'était comme la poussière qu'on met sous le tapis. Et donc, les institutions, les universités, les organismes de recherche, tout cela ne voulait pas entendre parler de cela. Quand il y avait quelqu'un qui faisait une faute, on faisait tout pour le cacher. Donc le point important, c'est de voir ce qui a été progressivement construit et qui est encore en train de se construire. Ce n'est pas terminé. On peut être heureux de voir la tendance et la trajectoire que prend le sérieux sur l'intégrité scientifique, mais ce n'est pas réglé pour autant. L'intégrité scientifique, comme on le définit maintenant par le Code de la recherche, c'est l'ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l'activité de recherche. Au fond, si on se place à l'époque où nous étions en culotte courte, on ne doit pas mentir, on ne doit pas voler, on ne doit pas tricher. Voilà. Et ça, c'est différent de l'éthique. L'éthique, c'est la réflexion que la société doit avoir devant les progrès des connaissances qui mènent à se poser des questions, comme par exemple les modifications du génome humain, la lecture du génome humain, etc. Ça, ce sont des problèmes éthiques. L'intégrité scientifique, c'est la conduite avec rigueur, probité, que doivent avoir les chercheurs. C'est fondamental parce que si on ne peut pas se fier aux résultats publiés par les scientifiques, la connaissance qui devrait progressivement s'accumuler ne va pas pouvoir reposer sur des bases solides. Il doit y avoir une agrégation des connaissances qui progressivement aboutit au corpus de connaissances qui nous permettent d'aller de l'avant. Et aussi, bien sûr, la confiance du public peut être mise à l'épreuve si l'intégrité scientifique n'est pas conduite. Et donc, cette perte de la crédibilité dans la science est un vrai souci, et avec des conséquences immédiates que vous pouvez imaginer, et que vous connaissez déjà, sur le domaine de la santé, de l'environnement, qui sont des domaines particulièrement sensibles, mais aussi du nucléaire, par exemple. Si on ne croit pas que les résultats donnés par les agences, par exemple, qui s'occupent de la sûreté nucléaire, sont rigoureux, comment peut-on avoir une société stable? Tout ceci entraîne en plus ces manquements à l'intégrité scientifique, des dépenses supplémentaires, et conduire, encore une fois, à la possibilité, l'idée et la tentation de penser que la science n'est pas reproductible, n'est pas fiable. Alors c'est un monde qui change que nous vivons dans le domaine de la recherche et de la science.
Pourquoi ce domaine est-il aussi brûlant en ce qui concerne l'intégrité scientifique? C'est parce qu'il est soumis à des tensions qui proviennent d'abord du nombre d'acteurs qui jouent. Il y a à peu près 4 millions de nouveaux articles scientifiques par an avec une augmentation annuelle de l'ordre de 4%. Vous avez 150 000 chercheurs en France, sciences humaines et sociales, jusqu'au nucléaire ou à l'aérospatial, mais vous en avez 2,1 millions en Chine et 1,6 million aux États-Unis. Entre 2014 et 2018, l'effectif des chercheurs a augmenté 3 fois plus vite que la population mondiale, avec en plus des investissements très importants pour financer cette recherche. Et puis vous avez à l'heure actuelle de nouveaux acteurs de la recherche que nous avions peut-être un peu tendance, nous, les Occidentaux, à négliger, qui à l'heure actuelle sont extrêmement performants, qui sont la Chine, le Sud-Est asiatique, etc. Et comme vous pouvez l'imaginer, une pression énorme sur les chercheurs pour qu'ils publient, pour qu'ils prennent des brevets, pour qu'ils valorisent. Bref, les États qui aident et financent les recherches veulent en retour des résultats. Et donc les chercheurs sont, comme nous le disons souvent, amenés à publier ou périr, publish or perish, et ceci est évidemment un facteur important qui peut amener à des fraudes, puisque voilà, pour pouvoir arriver à faire fonctionner son laboratoire et à assumer une carrière, il y a une tentation qui est de modifier les résultats. Et donc, comme je vous le disais au départ, le temps d'une science pure est révolu. Il faut en parler, et on va en parler ce soir avec, si vous voulez, les différents types, d'abord rapidement, de modalités de perturbation, de modification de l'intégrité induite par certaines conduites de chercheurs. Il y a des erreurs honnêtes, et ce n'est pas de cela dont je vais parler. Tout le monde peut se tromper, bien sûr, et en recherche particulière, puisqu'on ne sait pas exactement ce que l'on va trouver. Donc, avoir une méthodologie qui n'est pas correcte, de ne pas regarder ce qui a été fait suffisamment bien par les autres avant de se lancer dans une expérience, ça n'est pas bien, mais disons que ça ne fait pas partie des pratiques, ce qu'on appelle discutables en recherche. Ce qui est discutable, à vrai dire, ça ne l'est pas vraiment, mais ce sont des pratiques qui sont moins graves que celles qui sont indiquées en rouge que vous voyez, c'est ne pas attribuer la paternité des articles et donc des découvertes à leurs véritables auteurs. Les laboratoires marchent avec un grand nombre de jeunes qu'on appelle les post-doctorants, et c'est un peu une tentation parfois de les utiliser et de les oublier quelquefois lorsqu'ils partent du laboratoire un peu tôt, de les mettre comme co-auteurs dans les publications ou de les mettre à la place qui leur revient. Il y a 1000 manières de modifier les données d'une expérience ou d'une publication. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez bien comment on peut arranger une courbe, arranger des données, oublier des données qui vous perturbent, éventuellement en rajouter d'autres, etc. Et là, comme vous le voyez aussi, il y a ces questions de liens d'intérêt qui peuvent perturber, qui peuvent entraîner une appréciation inexacte, délibérée des résultats. Et donc, là aussi, on est dans une méconduite scientifique. Les médias eux-mêmes peuvent avoir une communication biaisée, et même nos employeurs, les organismes de recherche, les présidents d'universités qui veulent se montrer les meilleurs par rapport à leurs collègues ou à l'environnement international et qui ont tendance à oublier, entre guillemets, qu'on leur a signalé que le laboratoire un tel ou un tel n'est pas parfaitement clair dans ses résultats. Il y a enfin les fraudes délibérées, volontaires et graves. Alors là, tout de suite, elles sont très rares. Elles existent, ce sont souvent des cas un peu caricaturaux, quelquefois, je dois le dire, ils sont même pathologiques, les gens qui conduisent des fraudes, comme par exemple de peindre des souris en noir pour faire croire que la peau d'une souris noire peut se greffer sur une souris blanche. Et comme ça ne marchait pas, le chercheur a peint un bout de peau de souris blanche en noir, en disant, voilà, le protocole que j'ai réussi à mettre au point a permis de créer une tolérance de la peau. Et ça, ces trois
fraude essentielle qu'on appelle la fabrication des résultats, comme celle que je viens de dire, la falsification des résultats et le plagiat, qu'on voit notamment dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qui est grave et qu'on appelle, dans notre petit jargon, les FFP, fabrication, falsification, plagiat. Et alors, si on veut revenir un petit peu sur ces erreurs, là, vous voyez qu'il y a, encore une fois, les erreurs de bonne foi, d'une part, et d'autre part, vous avez les conduites de harcèlement, les escroqueries pures et simples qui existent, et enfin des conflits d'intérêts. Mais je vais surtout parler donc de mes conduites scientifiques, et je ne vais pas parler donc de ces points que je viens d'indiquer. Alors je voudrais prendre un exemple, il y en a beaucoup. Je vais prendre un exemple qui est assez intéressant parce qu'il est bien documenté, on peut toujours le discuter, mais c'est un exemple bien documenté. Il date de 1998, lorsque un chirurgien sud-africain a rapporté que des cas d'autisme pouvaient s'observer chez des sujets, des jeunes patients qui étaient vaccinés pour la rubéole, les oreillons et la rougeole. Il a rapporté ça au Royaume-Uni, ça a eu un énorme retentissement médiatique. Étant donné que les vaccinations des jeunes étaient surveillées naturellement de près, ça posait tout de suite la question de la vaccination pour ces trois possibilités-là. Le Lancet, qui a publié cet article, a été au courant d'une suspicion de fraude dans les années 2004, donc 6 ans après la publication initiale. Mais le Lancet, donc la direction, le rédacteur en chef du Lancet, a estimé que, en fait, l'article était correct. Il a donc réfuté les allégations qui mettaient en cause la publication. Il y a eu un rapport ensuite qui a été réalisé par les médecins anglais à la suite d'une enquête extrêmement précise faite par un journaliste, comme quoi les journalistes ont joué un rôle extrêmement positif dans cette affaire-là. Ils ont découvert que les cas d'autisme étaient inventés de toutes pièces, donc on est dans un cas de fabrication, même pas de falsification, vraiment de fabrication, et donc ceci a entraîné une rétractation de l'article qui n'existe plus, on ne peut plus le trouver dans le Lancet, voilà. Et naturellement, Wakefield a été mis au banc de l'ordre des médecins anglais, mais il est parti aux États-Unis. Et là, on s'est rendu compte, tardivement d'ailleurs, l'enquête n'a pas dû être faite tout à fait correctement au tout début, c'est qu'il était déjà en contact avec des lobbies anti-vaccins et qu'il était payé par eux et qu'il a continué en fait à être payé par eux. C'est ainsi qu'il a produit, avant l'histoire du Covid, le film Vaxxed, qui lui a rapporté une certaine somme d'argent, toujours dans la même ligne, contre la vaccination. Et il reste à l'heure actuelle payé par un lobby activiste anti-vaccin et naturellement contre les ARN messagers. Il ne s'agit pas tellement, si vous voulez, de l'ARN messager, là ou non, je ne vais pas rentrer dans la polémique sur l'intérêt de la vaccination par les ARN messagers. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on voit bien qu'il y a eu de la part d'un chercheur, un seul, une mise en cause de la vaccination, qui a eu un retentissement indiscutable, y compris dans notre pays, qui au moment d'une épidémie comme le Covid n'a sûrement pas été négligeable, quand bien même on a montré que dans le cas de ce vaccin ROR, il n'avait aucun rapport avec les cas d'autisme qui ont pu être notés par ailleurs. Alors l'intégrité scientifique, est-ce que c'est fréquent? Je viens de vous dire que les fraudes, falsifications, plagiat, c'est très rare. On ne peut même pas dire de pourcentage, c'est vraiment très rare. En revanche, on peut penser qu'il y a quand même un certain nombre de pratiques frauduleuses qui consistent à trop améliorer les résultats, de tordre en quelque sorte le coude aux résultats pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas normalement. Et donc, on peut penser, mais là, vous voyez, je suis très très précautionneux, qu'on est aux environs de 10-15% peut-être de pratiques douteuses. Alors, c'est difficile parce que quand on fait des interrogatoires de chercheurs, ils vous disent, oui, j'ai de temps en temps fait
une petite correction et je ne suis pas tout à fait dans la ligne droite. Et quand on leur demandait, et votre voisin de paillasse, est-ce que lui aussi, il a des pratiques frauduleuses? Alors là, oui. C'est pour ça que les statistiques que l'on peut donner sont à regarder avec beaucoup de précaution. Tout dépend de qui on interroge. C'est une tentation quand on est chercheur et qu'on a travaillé, par exemple, pendant 3-4 ans sur un sujet difficile, de reconstruire l'histoire. De se dire, bon, pour pouvoir faire en sorte que cette histoire passe dans un bon journal, voire dans une revue très prestigieuse, eh bien, on va embellir un petit peu les contours. Et même si l'hypothèse initiale a été complètement oubliée par rapport aux résultats obtenus, eh bien, on va s'arranger pour biaiser la littérature, surinterpréter les résultats. Il y a aussi le fait qu'on peut avoir une intime conviction. Un certain nombre de chercheurs d'un certain âge vont dire, mais si, tu n'as pas trouvé ça, mais je suis persuadé que ça doit être ça. La semaine prochaine, je suis sûr que je vais me montrer des résultats qui sont comme cela. Quand vous êtes un jeune, que votre salaire dépend de votre patron, eh bien, bon, si de nouveau, une semaine, 15 jours, un mois ou 6 mois après, vous retombez sur des résultats qui confirment vos propres résultats, mais mis en doute par le patron, il n'est pas sûr qu'une deuxième ou une troisième fois, vous n'allez pas céder à la tentation, car votre pouls en dépend quelque part. Il faut bien voir cela. Les chercheurs doctorants, post-doctorants vivent souvent avec des bourses qui dépendent réellement du bon vouloir de l'investigateur principal. Et alors, il y a eu l'épreuve du Covid, et à cette épreuve-là, il y a eu toute une série d'études faites justement pour voir s'il n'y avait pas eu des modifications des pratiques de recherche au cours de la crise du Covid. Et il y a, je vous donne là juste un élément en quelques mots, de l'étude de l'enquête qui a été faite au CNRS, donc tout récemment, avec des chercheurs des sciences humaines et sociales de Sorbonne Université, où ils ont interrogé plus de 10 000 personnes pour savoir si il n'y avait pas eu, durant la période de Covid, des méconduites scientifiques. En un mot, d'abord, le taux de réponse était faible, 19%, il ne faut pas oublier cela. Donc ce que je vous montre là ne correspond pas à l'ensemble des chercheurs interrogés. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que vous voyez qu'il y a, par exemple, 14% de chercheurs qui pensent que, intuitivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, intuitivement, tel ou tel résultat devait être oublié, ou bien au contraire, surinterprété. Donc avec une idée préconçue. Ça, c'est un biais terrible en recherche. C'est de se dire, je dois trouver ça, je vais le trouver. Et si le patron pense ça, c'est aussi très préoccupant. Et puis, il y a, je ne vais pas rentrer là encore une fois dans le détail, mais vous voyez que, par exemple, 6% des chercheurs ne donnent pas les détails de la méthodologie suivie. Ceci pour qu'elle ne soit pas reproduite. Moi, je me rappelle très bien aux États-Unis avoir été débarqué tout jeune chercheur et je n'arrivais pas à reproduire une expérience qui était pourtant apparemment bien décrite dans le chapitre matériel et méthode. Voilà. Puis j'avais un chercheur américain qui est à côté de moi, à ma troisième pitoyable tentative, m'a dit, écoute, tu devrais téléphoner à ce chercheur-là pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce qu'éventuellement il a oublié quelque chose dans la méthodologie. C'est intéressant parce que quand vous êtes tout jeune, vous n'osez pas faire ce type de démarche. À l'américaine, c'était pragmatique. Ça ne marche pas, ça a été publié, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Tu fais correctement l'expérience, il faut trouver. Eh bien, j'ai trouvé en téléphonant, j'ai appris qu'effectivement, le chercheur en question avait délibérément, entre guillemets, oublié, fermez les guillemets, un point essentiel qui faisait que ça ne pourrait pas marcher, de façon à pouvoir se garder la priorité dans cette affaire-là. Voilà. Alors, maintenant, comment peut-on repérer? C'est pas évident, parce que c'est très spécialisé, comme vous l'imaginez bien. C'est une littérature très spéciale. Et donc, ces manquements à l'intégrité scientifique, on les repère maintenant de façon de plus en plus pertinente et efficace. D'une part, on a des logiciels anti-plagiat. C'est bien que ceux d'entre vous qui ont des jeunes à l'université savent très bien que leur mémoire
passent par un logiciel qui s'appelle Compilatio ou Helioblast ou d'autres, des logiciels qui permettent de repérer, si vous voulez, si tout simplement le manuscrit n'a pas été en grande partie, en trop grande partie, plagié. Et puis, les manquements à l'intégrité scientifique peuvent être repérés aussi par des images anormales. Il y a aussi là des logiciels qui permettent de voir si une image a été répétée plusieurs fois. Les manquements à l'intégrité scientifique sont en plus, à l'heure actuelle, très vite partagés par les réseaux sociaux. Nous savons pratiquement dans les mois qui viennent si un article a été jugé pillé, si un article a été jugé falsifié, et donc ceci joue aussi dans l'importance que les médias prennent à l'intégrité scientifique. Elles sont d'ailleurs signalées dans certaines revues et qui peuvent amener à la rétractation d'articles. Et puis ces manquements à l'intégrité scientifique sont à l'heure actuelle sanctionnés. Alors, je dirais pas très sévèrement, mais en fait, ils sont sanctionnés par la communauté scientifique. Et aussi par l'idée que certains chercheurs peuvent avoir. Quand on a commencé réellement en France, ça date des années 2016, à s'occuper sérieusement de l'intégrité scientifique, eh bien, nous avions en tête le suicide d'un patron japonais à Kobe, parce qu'une de ses fellows, une de ses chercheurs doctorantes, avait falsifié une expérience. Et la communauté scientifique s'en est très vite rendue compte, a démontré scientifiquement qu'elle avait fraudé, elle l'a avoué, mais lui s'est suicidé car elle ne tolérait pas que quelqu'un de son laboratoire ait pu ainsi tromper l'ensemble de la communauté. Alors, il y a aussi des cas particuliers, comme par exemple la rétractation qui est survenue sur ce papier du Lancet, qui rapportait le fait que l'hydroxychloroquine pouvait avoir un effet néfaste sur les patients atteints de Covid-19, dans la mesure où il pouvait y avoir des problèmes cardiaques induits par l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, et que d'autre part, les effets bénéfiques étaient loin d'être évidents, il n'y avait pas d'argument. Ceci dit, ce papier a été rétracté parce que, premièrement, l'un des 4 auteurs était un propriétaire de la compagnie informatique qui a fait le travail d'analyse. Deuxièmement, parce que on a démontré aussi que les données sur lesquelles se reposait cette étude étaient vagues, mal décrites, qu'enfin les référés, c'est-à-dire les examinateurs qui ont regardé le papier, n'ont pas fait vraiment leur travail, et finalement, l'éditeur en chef du Lancet, de nouveau Lancet, ça c'est notre sympathique anglais, mais enfin quand même, il avait laissé passer toute cette histoire. Et donc, le papier a été rétracté, et à l'heure actuelle, on est passé, je crois, de l'ordre de quelques centaines à plus de 40 000 papiers rétractés par an. Alors ça, c'est le Lancet Game. Alors, je m'arrête un petit peu là-dessus parce que finalement, il y a un ensemble de responsables. On a tendance à dire, celui qui a fait la faute, on a pris, on peut le démontrer, il a falsifié ses figures, etc. Eh bien, c'est plus compliqué que cela. C'est vrai que les étudiants et les doctorants qui font les expériences, qui publient, sont en première ligne. Mais il y a aussi ceux qui les dirigent, j'ai insisté dessus. Les évaluateurs, je viens d'en dire un mot. Les universités et les organismes de recherche qui veulent que tout brille pour pouvoir attirer sur elles la réputation et l'argent de l'État ou d'ailleurs aussi. Les éditeurs de journaux scientifiques ont tout intérêt à ce que les papiers retentissants soient publiés dans leurs journaux. Les autorités administratives, les agences de moyens aussi. C'est vrai que pour un organisme de recherche, dire qu'on a fait la première dans telle découverte, c'est important. Et la manière de véhiculer l'information peut être biaisée, vous l'imaginez bien. Y compris les industriels, les start-up et les industries pharmaceutiques qui peuvent moduler, grossir, je dirais, des arguments scientifiques là où en fait
il reste encore beaucoup à faire. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble. C'est notre ensemble de voir la recherche se faire avec l'ensemble de ces acteurs qui peuvent être impliqués peu ou prou dans le maintien de l'intégrité scientifique. Alors, j'ai intitulé le topo « L'irrésistible ascension ». Je vais vous montrer quelques dates. Avant 1960, on a quelques cas de fraude spectaculaires, comme je vous l'ai dit. En fait, la prise de conscience est venue aux États-Unis. On peut le dire, réellement, ils ont joué un rôle important dans les années 80-2000. Pourquoi? Pour des raisons, je dirais, financières. À un moment donné, le public américain s'est prononcé vis-à-vis de ces fraudes et de ces manquements d'intégrité scientifique en disant aux organismes de recherche qui les finançaient, mais attention, qui est-ce qui paye? C'est moi, citoyen, ce sont mes impôts, et vous ne vérifiez pas la véracité des productions qu'alimentent nos impôts, nos taxes. Et donc, les États-Unis, à partir des années 80, ont mis en place un système rigoureux pour pouvoir faire en sorte que les données de recherche soient fiables et que l'intégrité scientifique soit un vrai sujet. Et je dirais qu'en France, nous avons été plus tardifs, nous n'avons pas du tout été les derniers, mais enfin, un peu en retard peut-être, mais maintenant nous allons, je pense, rattraper un petit peu. Il y a encore beaucoup à faire, j'en dirai un mot, mais nous avons réellement franchi une étape. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, on agit, et aujourd'hui, on dépiste toujours les manquements à l'intégrité scientifique. Mais il y a une sensibilisation du corps des chercheurs, aussi bien les plus jeunes que les plus âgés, qui est beaucoup plus grande. Donc je pense que nous sommes sur une bonne voie. C'est pas terminé, mais vous allez voir que cette sensibilisation a été aidée aussi par les politiques. Alors, en quelques mots, quand on a un problème, on va faire un rapport, et puis le rapport va être enterré. Alors ça a été le cas avec l'intégrité scientifique, et beaucoup de rapports qui ont été faits. Il y a eu une création de l'Office de recherche, de l'Office de l'intégrité scientifique en 92 aux États-Unis, et en France, nous avons eu en 90 la création à l'INSERM, de façon relativement isolée, d'une délégation à l'intégrité scientifique, mais vous voyez qu'en 2010, celui qui a fait le premier rapport français solide sur l'intégrité scientifique avec des propositions claires et précises, en 2010, ce rapport a été ignoré, je dirais franchement ignoré. Et il a fallu attendre 2015, puis 2016, pour qu'on ait l'élaboration d'autres rapports, auxquels faisait d'ailleurs allusion Philippe Beaune, pour pouvoir progressivement arriver à des propositions raisonnables et mettre en place une structure de, je dirais, promotion de l'intégrité scientifique. Il ne s'agit pas de punir ceux qui fraudent, mais plutôt de former les jeunes à respecter l'intégrité scientifique. Et c'est ce que fait, à l'heure actuelle, les référents intégrité scientifique, c'est ce que fait le ministère, comme vous allez le voir. Donc nous avons, à l'heure actuelle, un cadre juridique pour l'intégrité scientifique, c'est très important, avec des décrets d'application qui sont tout récents, qui montrent les points essentiels à suivre. On a mis en place ce que l'on appelle des référents intégrité scientifique, c'est-à-dire que dans les universités, les organismes de recherche, les organismes étatiques, y compris dans les fondations privées caritatives, vous avez une personne qui va écouter voilà, les doléances d'un jeune chercheur qui dit « on m'a piqué, mais résultat, on n'a pas mis mon nom », mais qui peut aller plus loin en disant qu'il a des sérieux doutes quant à l'intégrité scientifique dans son laboratoire. Ça, c'est très important. Ces référents intégrité scientifique ont une grosse responsabilité. Ils sont nommés par le chef de l'établissement ou le directeur de l'organisme de recherche et ils ont une mission de formation à l'intégrité scientifique aux jeunes. Et au fond, aux jeunes mais aussi au public. Et donc, moi, je suis très heureux de ne plus être seul à plaider à la bonne parole, parce que là, vous avez avec vous, par exemple, Claude Forest, qui nous accompagne ce soir, nous avons Philippe Beaune et d'autres collègues
qui essaye de faire comprendre, non seulement aux chercheurs, mais au public en général, l'importance de ceci. Alors, voilà, il faut aussi penser à la discipline, et éventuellement sanctionner les manquements à l'intégrité scientifique. C'est ce qui peut se faire avec justement les référents intégrité scientifique qui vont travailler à côté du chef d'établissement ou du chef ou du président de l'université pour juger si finalement il y a eu une fraude, quelle est son importance, quels sont les facteurs qui peuvent atténuer en quelque sorte ou faire comprendre la faute, et en même temps organiser une confrontation avec le chercheur incriminé de façon à ce que les paroles puissent se confronter. Il est hors de question d'avoir une instruction à charge, il doit y avoir un débat contradictoire. Donc c'est une grosse responsabilité qui n'existait pas dans l'arsenal, si vous voulez, de l'encadrement de la recherche jusqu'à 2015-2016. Et on est passé de 8 référents intégrité scientifique dans les années 2015 à l'heure actuelle d'environ 170. Donc c'est pour ça que je parle d'ascension. Donc ça, ce sont des signes importants, pratiques, tangibles, qui montrent que ceci est vraiment bien pris en compte. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que fait un référent intégrité scientifique, et je pourrai répondre plus tard à ces questions-là. Ce que nous souhaitions dans le rapport que nous avons émis avec mes collègues en 2016 et rendu à Thierry Mandon, c'est que le financement pour la recherche d'une équipe ou d'un laboratoire soit conditionné à la mise en place dans l'université, l'organisme de recherche, d'une véritable politique de promotion de l'intégrité scientifique. On a couplé les deux, de façon à ce que une université qui n'aurait pas mis en place, qui n'aurait pas fait l'effort de s'intéresser à l'intégrité scientifique et de la promouvoir au milieu de ses étudiants, de ses chercheurs et de ses encadrants, eh bien, elle aurait des problèmes pour pouvoir développer sa recherche et pour pouvoir récupérer des fonds. Et nous avons créé aussi, donc en 2016-2017, un office français d'intégrité scientifique, qu'on appelle l'office, qui est en sorte une plateforme qui nous permet d'avoir une observation sur le développement de l'intégrité scientifique en France, d'avoir des liens avec les différents référents intégrité scientifique sur tout notre territoire. Récemment, nous avons eu une discussion, par exemple, avec les référents intégrité scientifique dans nos territoires ultramarins, ce qui est un point difficile, comme vous pouvez l'imaginer, et important. Ce sont des observatoires importants à développer. Et donc, aussi, l'intégrité scientifique n'est pas quelque chose qui est franco-français. Bien évidemment, tout ce qui touche à la recherche est par définition international, européen et international. On ne peut pas être intègre dans son coin et ne pas exiger la même intégrité de la part de nos compétiteurs ou coopérants ou collaborateurs européens ou internationaux. Donc tout ceci a nécessité la mise en place par exemple, un réseau de référents intégrité scientifique au niveau européen, au niveau international. Au début de la conférence, vous avez parlé du contexte de publish or perish. Il y avait une course à la publication et qui entraînait de la fraude parce que les gens ils étaient en mode il faut absolument que je continue ma carrière, que je sauve mon labo, que je continue à avoir des financements. Est-ce que justement, pour avoir plus d'intégrité scientifique, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi repenser un peu l'organisation des institutions et la manière dont sont financées, organisées les recherches, genre se dire il faudrait faire en sorte qu'il y ait moins de rush, moins de courses à absolument avoir, permettre plus de manœuvres aux chercheurs, pour qu'il y ait plus d'intégrité. Alors votre question est tout à fait pertinente parce qu'au fond, on vous posait la question de savoir si nous faisons correctement notre travail d'évaluation de la recherche. Parce qu'après tout, aujourd'hui, vous avez vu, il y a une compétition mondiale, ce qui fait que, on peut être repéré au niveau mondial si on publie dans un journal ou une revue exceptionnelle. Alors, il y en a une dizaine peut-être, et c'est tellement vrai que les gens, à un certain âge, ils sont très fiers d'avoir fait
un peu comme avec la Légion d'honneur, ils disent, ben voilà, j'ai fait 10 Nature, 3 Science, 3 Cell, etc. Bref, ces grandes revues, c'est ridicule. Mais d'un autre côté, ça montre bien, ça stigmatise bien l'importance que pour ces chercheurs et pour nous, représentent ces publications dans des très grands journaux. Donc il faut arriver à un autre type d'évaluation. En fait, cet autre type d'évaluation est d'autant plus nécessaire que, étant donné que très peu de gens peuvent publier dans ces très grandes revues que je viens de vous citer, il y a eu tout un petit commerce qui est devenu un grand commerce de ce qu'on appelle des revues prédatrices, c'est-à-dire des officines qui proposent aux chercheurs de publier des articles, mais des articles qui ne vont pas avoir la rigueur scientifique des grands journaux que je viens de vous citer. Et donc, quitte à ne pas avoir la reconnaissance de très grands journaux, au moins un chercheur pourrait-il avoir la reconnaissance de ces revues qu'il va avoir à payer, lui, mais pas grand-chose, mais avec leur multiplication, elles inondent à l'heure actuelle la publication scientifique en général. Donc, notre combat, nous les aînés, si je puis dire, les référents intégrité scientifique, notre combat, c'est de promouvoir une évaluation de la recherche qui repose sur de véritables critères. Et non pas uniquement le compte des publications, non pas uniquement le prestige de la revue, mais de regarder en profondeur ce qu'a apporté la recherche au cours d'une thèse, 4 ans, au cours d'une carrière scientifique, 20, 30 ou 40 ans. Ça, c'est autre chose. C'est un travail difficile, en profondeur, et qui, franchement, n'est pas fait. N'est pas fait pour différentes raisons, notamment à cause du temps et de la complexité. Moi, je peux revoir un article dans mon domaine, s'il est un peu complexe, il me faut au moins 8 jours. Ceci n'est pas reconnu, si vous voulez, comme un acte scientifique. Ça n'est pas rétribué non plus. Donc, vous voyez, il y a un vrai problème. Si bien qu'à l'heure actuelle, à l'Académie des sciences, par exemple, nous avons créé un comité d'évaluation pour pouvoir appliquer un certain nombre de règles, dont une qui est d'essayer de trouver des critères plus précis pour évaluer l'activité de recherche. Entre autres, se limiter à 5 publications. Alors, c'est pas beaucoup, 5 publications, quand vous avez 15 ans de recherche. Mais si vous avez bien publié, si vous avez produit un beau travail, eh bien, à ce moment-là, peu importe d'ailleurs où il soit vraiment publié, mais s'il est analysé en profondeur, il doit pouvoir permettre à celui qui vous examine, au jury, de le reconnaître et donc de faire la promotion qui s'impose. Donc, vous voyez, votre question est tout à fait pertinente et c'est un sujet énorme. Parce que si vous faites ça en France, il faut le faire aussi en Belgique, mais il faut aussi en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Sinon, il va y avoir une fuite des publications dans ces pays-là parce qu'ils seront plus faciles, etc. En Chine, à l'heure actuelle, par exemple, on voit des choses intéressantes. On se dit, les Chinois, ils sont un peu laxistes. C'est pas tout à fait vrai. Ils interdisent les publications dans ces revues prédatrices dont je vous ai parlé, mais d'un autre côté, ils payent les chercheurs en fonction des papiers publiés dans les très grands journaux, Nature, etc. Donc, vous voyez, il y a des contradictions à l'intérieur même du système, mais c'est une question qui, comme vous voyez, nous agite, qui n'est pas résolue, mais enfin, elle est bien posée, tandis qu'il y a 10-15 ans, elle ne l'était pas. Donc moi, je crois que quand on commence à poser une question, c'est un vieux proverbe, bien sûr, poser une question, c'est déjà la première étape de la solution. Si je peux juste rajouter une chose, c'est en fait, il y a eu une déclaration qui s'appelle DORA, qui est une déclaration internationale, où on dit justement il faut tendre à une évaluation qui n'est pas une évaluation quantitative, qui n'est pas une évaluation sur le nombre de publications, le prestige des revues, mais sur la qualité. Comme dit Pierre, évidemment, si on veut examiner une revue, un article, ça prend beaucoup de temps pour être capable de dire c'est un bon article, ça a été bien fait, c'est pas fraudé, et ça apporte quelque chose d'important à la connaissance scientifique. Il y a beaucoup d'articles qui sont bien faits, qui sont corrects, qui n'apportent pas grand-chose. Et il y a une deuxième chose qui est faite, je crois que c'est européen, qui s'appelle COARA, qui est en fait la même chose au niveau européen. Je sais qu'on s'est battu récemment pour que notre université signe cette charte COARA et cette charte DORA, d'ailleurs les deux.
Et on peut espérer, encore une fois, on n'en est qu'au début, ça pose plus le problème, mais en tout cas, tous les organismes, l'INSERM a signé, le CNRS a signé, enfin bon, la plupart des grandes universités françaises ont signé, etc. On en est au principe, on pose la question. Ensuite, on ne sait pas comment exactement on va faire. C'est vrai que c'est plus facile de prendre des chiffres, dire vous avez tant de citations, vous avez tant de publications, etc. Puis à la fin, on a un chiffre, vous avez 38, alors 38, vous êtes dans les 10 premiers, ou vous êtes dans les 50 derniers, et puis voilà. C'est clair que c'est plus facile. Excuse-moi, mais Non, mais bien sûr. notre université, enfin, je sais que notre université a signé, mais la plupart des universités françaises ont signé. Petite question. Est-ce que notre président Macron s'est entouré, comme Joe Biden, d'une task force pour prendre des décisions en connaissance de cause? Et une autre question, est-ce que les lobbyistes tentent d'approcher les référents qui pourraient être intéressés par un financement complémentaire au bénévolat? On a la chance d'avoir Je pense que Philippe pourra nous répondre là-dessus. un RIS, un référent intégrité scientifique. Philippe, et puis je répondrai à votre première question. Je n'ai pas été approché, très clairement. Je suis peut-être trop cher, je ne sais pas. C'est souvent un problème quantitatif, mais donc non, mais la réponse est non. Est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Par contre, ça fait déjà à peu près 2 ans que je fais cette activité, pas tout à fait. Je n'ai pas eu pour le moment d'instruction pour des manquements à l'intégrité scientifique qui auraient pu faire intervenir un lobby. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé, ça ne veut pas dire qu'on est passé à côté, d'autant plus que en fait, les instructions qu'on fait sont en fait des gens qui nous signalent qu'il y a un problème. Alors, si nous on est au courant comme ça, on peut dire on va le faire. Mais en gros, c'est surtout des signalements, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui nous disent voilà, il se passe ça, ou mon patron il veut que je triche, ou enfin l'étudiant il a triché, enfin, voilà, c'est des choses comme ça. C'est beaucoup des problèmes de personnes aussi. Pour répondre à votre question, je vais dire quelques mots de la task force en question. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est conséquente. Il y a à peu près 70 chercheurs qui proviennent de toutes les disciplines, sciences de la Terre jusqu'à philosophie, etc., qui proviennent des différents organismes de recherche, les équivalents INSERM, CNRS, etc., aux États-Unis, et qui sont amenés à travailler de près avec les ministères ou l'équivalent des ministères concernés pour répondre à des questions telles que celles que je vous ai évoquées, mettons sur le climat, où c'est particulièrement important, de façon à s'assurer que telle disposition correspond bien à ce qu'on dit, à savoir qu'il y a un problème scientifique qui nécessite tel type d'intervention ou non. En France, on n'a pas l'équivalent. Moi, j'en ai parlé effectivement à ceux que j'ai cités tout à l'heure, parce que ce sont des parlementaires intéressés et impliqués fortement dans la politique de rigueur scientifique du pays. Ils sont tout à fait d'accord avec moi que ce serait très utile. À l'heure actuelle, il y a un pas en avant qui est quand même intéressant, qui est une sorte de garde rapprochée auprès du président de la République en termes de chercheurs de haut niveau qui peuvent le conseiller. Le cas échéant, il y a, vous savez, 7 ou 8 chercheurs, dont un certain nombre de gens que vous connaissez peut-être, comme le dernier prix Nobel de physique, Alain Aspect, etc. Donc là, après, tout dépend de l'usage que l'on fait de ce groupe de travail. Ce que je peux dire, antérieurement, il y a eu quelque chose d'équivalent qui avait été créé par Nicolas Sarkozy. Il ne s'est jamais réuni, ce haut conseil auprès du président. Il y a donc déjà plusieurs années, mais il ne s'est jamais réuni. Donc là, tout dépend de ce qui va réellement se faire au fur et à mesure des questions qui vont se poser. Moi, je pense que le dialogue, je suis content que vous posiez la question, parce que c'est le point essentiel. En France, en médecine, nous avons ce qu'on appelle evidence-based medicine. On parle toujours de la médecine informatisée, la médecine personnalisée, mais je pense qu'un des progrès les plus importants récents, c'est ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves.
C'est-à-dire qu'un bon médecin, à l'heure actuelle, quand il prescrit quelque chose, comme un politique quand il prescrit quelque chose, repose sur un ensemble de preuves. Et les preuves, il les obtient par différents moyens. Ce n'est pas le lieu et le moment d'en discuter. Mais il a, je dirais, une possibilité de s'appuyer sur un certain nombre de recommandations évaluées par des comités indépendants qui disent que dans telle situation, il est préférable de faire ceci que cela. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut que nous arrivions à faire dans tous les domaines de la science qui irriguent le politique. Nos gouvernants font tout, je dirais, super durant leur formation, sauf des sciences. On a, par exemple, à un moment donné à l'Académie des sciences, on s'est proposé pour faire des conférences, aller à l'ENA, quand l'ENA existait encore, voilà, les sensibiliser, avoir les outils d'un dialogue sans aller beaucoup plus loin. Et, voilà, ça n'a pas abouti et c'est tout à fait dommage. Alors maintenant, si on regarde en plus l'état des sciences dans le cursus d'un jeune lycéen, voilà, ils ont 1 heure de SVT je crois par semaine lorsqu'ils font une discipline littéraire ou autre. Bon, au jour d'aujourd'hui où nous avons l'intelligence artificielle qui déboule, et il va falloir quand même comprendre et interpréter un certain nombre de choses. Je vois mal comment on arme bien nos jeunes étudiants ou lycéens avec des outils suffisants. Ça, c'est pas possible. C'est que l'intégrité scientifique, c'est pas uniquement une question des étudiants. Moi, j'ai un petit-fils qui, à Noël, avait un travail à rendre sur la formation des nuages. Et il a écrit un truc formidable. Et je me suis dit, vraiment, un chapeau. Hein. Je lui ai dit, mais où est-ce que tu as pris tout ça parce que quand même, ça ne sortait pas de sa tête, et elle est bien faite, j'en suis sûr, mais tout de même. Et donc il m'a dit, mais il y a Wikipédia. Il ne m'a même pas dit, mais il avait ChatGPT à côté, bien entendu, sur son iPhone, l'application existe. Donc, je lui ai dit, mais ça, il faut que tu le déclares. D'accord, mais tu dois le déclarer. Il faut que le maître, le professeur, sache que tu t'es inspiré de cela, c'est tout. Ça, c'est l'intégrité scientifique à son âge, c'est de reconnaître où se trouvent les sources, les nommer, de façon à pouvoir éventuellement ensuite y revenir et les critiquer. Voilà. Finalement, l'intégrité scientifique, ce qui serait bien, c'est qu'elle ne soit pas appliquée que aux scientifiques. Je veux dire, il y a plein de domaines. Vous preniez l'exemple du Covid, mais effectivement, sur les plateaux de télé ou dans les journaux, ou n'importe où, ou sur les réseaux sociaux, etc., on a vu tout et n'importe quoi, exactement. Et il y a différents sujets. Il y a 20 ans de ça, 15 ans de ça, c'était le changement climatique, avec les climato-sceptiques. Donc maintenant, ça a l'air de se calmer, heureusement. Mais finalement, l'intégrité scientifique, il faudrait qu'on l'ait à tous les niveaux, finalement, parce que tous les gens qui vulgarisent, type journaliste, il y a un peu à boire et à manger, pareil. Voilà. Donc, est-ce que c'est un axe de l'office, peut-être, dans le futur ? Écoutez, je vais répondre je suis absolument d'accord avec ce que vous dites comme remarque. Alors, il faut bien que je valorise un petit peu l'Académie des sciences qui a créé, avec Georges Charpak notamment, ce qu'on appelle la main à la pâte. La main à la pâte, c'est de sensibiliser non pas les étudiants, non pas les lycéens, non pas les collégiens, mais les tout petits, dès la primaire, à l'intérêt de la recherche, je dirais, la découverte de la nature. Et donc, les professeurs des écoles peuvent avoir une formation pour leur jeune classe d'intérêt, de mobiliser les intérêts de ces tout jeunes à, je dirais, regarder, observer, je dirais pas encore expérimenter, mais en tout cas tirer des petites conclusions, etc. Et c'est un mouvement qui marche très bien. Il y a à l'heure actuelle une dizaine de maisons, entre guillemets, des sciences inspirées de la main à la pâte. Il y a des prix qui sont remis. Les professeurs des écoles sont très motivés pour cela. Alors c'est un exemple certes restreint, et puis sans doute aujourd'hui quand même limité à une expérience française, mais je crois que c'est ça aussi qu'il faut que nous voyons.
J'ai insisté tout à l'heure sur l'importance de former les plus petits à l'intégrité scientifique. C'est vrai aussi au goût de la recherche. C'est formidable quand vous voyez un tout petit qui est en train d'observer, de découvrir le monde, entre guillemets. Oui, avant toute chose, merci pour cet exposé. Vous nous exposez justement toutes ces pratiques vertueuses que vous mettez en avant dans ces formations. Et moi, je me pose la question, et je vous pose la question de savoir que pensez-vous de l'intégrité scientifique à l'heure où le pouvoir politique est de plus en plus présent, où les intérêts financiers privés sont de plus en plus prégnants sur la scène politique et dans la vie qu'on mène aujourd'hui. Et j'ai aussi une deuxième question. Quand vous savez que l'OMS va possiblement, dans son projet One Health, en mai 2024, donc dans quelques mois, pouvoir, si cet accord international, en tous les cas pour les pays dits démocratiques, si cet accord est signé par ces différents pays, prendre le pouvoir sur tous les ministères de la Santé et pouvoir décider une seule personne, le directeur de l'OMS, s'il suspecte une pandémie, qu'il faudra se faire vacciner ou prendre tel produit, etc., etc. Donc, est-ce que ce que vous venez de nous exposer pour encore, je sais pas, pouvoir avoir un pouvoir s'exprimer auprès de ces scientifiques qui œuvrent? Et ma deuxième question, c'est, ne pensez-vous pas que c'est plutôt l'apanage de ce qui se passe plus dans les universités que dans tout ce qui est privé? Alors, je crois que votre question est tout à fait importante et je ne peux pas y répondre complètement puisque moi je connais bien le système universitaire. Je connais assez bien aussi pour avoir travaillé longtemps en collaboration avec ce qu'on appelle les Big Pharma. Je connais le secteur privé aussi assez bien et avec les enjeux financiers qui sont naturellement considérables. Et là, on peut très bien, je connais très bien les déviations, la manière que l'on peut contourner, je dirais, un certain nombre de vérités scientifiques pour pouvoir promouvoir tel ou tel produit et augmenter la marge du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une chose qui est vraie et qu'on connaît bien maintenant. La manière de réguler, c'est quand même de rendre aussi transparent que possible les données sources sur lesquelles s'appuient les décisions politiques d'une industrie ou d'un politique tout court. Et à l'heure actuelle, nous avons au moins la chance d'être dans un monde qui vit avec ce qu'on appelle la science ouverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est obligatoire de déposer toutes les données obtenues par le financement public dans un repositoire qui soit accessible à tous. Ça, vous le savez, c'est donc ce qu'on appelle la science ouverte, qui fait que, par exemple, il est possible pour un laboratoire de regarder ce qui se fait, non pas seulement dans un autre laboratoire du même pays, mais dans d'autres laboratoires, d'autres pays, dans la mesure où les données doivent pouvoir être accessibles, avec l'intérêt de voir si justement elles peuvent être reproduites dans l'État, puisque les protocoles sont indiqués, si elles ne sont pas, je dirais, modifiées à façon pour pouvoir mettre en valeur des résultats qui autrement ne le seraient pas. Et donc, il y a là, je dirais, un progrès qui est réalisé. On voit par exemple qu'avec les essais thérapeutiques, qui est un point essentiel avant de mettre un médicament sur le marché, il faut procéder à un essai thérapeutique. Tous les essais thérapeutiques doivent être enregistrés sur une banque de données mondiale, qui n'est pas rien. Il y a à l'heure actuelle 230 000 essais thérapeutiques en cours dans le monde qui sont enregistrés dans l'énorme banque de données de la National Library of Medicine. Alors, on dirait que c'est américain.
Et en fait, tout le monde doit, y compris tous les laboratoires pharmaceutiques, américains ou étrangers, doivent enregistrer leurs données pour pouvoir faire en sorte que d'autres chercheurs puissent en bénéficier avant de se lancer dans un autre essai thérapeutique. Je prends cet exemple un tout petit peu détaillé pour bien montrer ce qui devrait se faire. Malheureusement, ça ne se fait pas exactement comme ça. Les essais ne sont pas suffisamment enregistrés, on n'a pas les conclusions alors qu'on devrait les avoir, tout le monde ne joue pas exactement le même jeu, mais au moins les règles sont là. Elles ne l'étaient pas il y a 15 ans. Donc si vous voulez, je trouve que c'est quand même un petit progrès, mais un progrès encore insuffisant. Alors maintenant, si on passe à l'échelon supérieur sur le plan de la politique et de tout ce que ça peut représenter, je ne peux pas vous répondre, parce que là, on est en présence de données que je connais beaucoup moins bien que les données biologiques ou médicales ou scientifiques plus généralement que ma compétence peut me permettre, et donc je ne peux pas bien répondre à votre seconde question. Mais je crois que c'est de cette idée, cette obligation, c'est dans la loi française. C'est dans la loi de l'obligation qui est faite que toutes les données générées par les deniers publics doivent être transparentes et accessibles à tous. Donc, ce n'est pas le cas naturellement des données privées, qui restent la propriété privée des laboratoires privés ou des industries privées. Mais déjà, c'est un pas en avant. Donc, si vous voulez, espérons que nous irons dans ce sens-là. Alors maintenant, pour l'OMS, c'est une autre affaire qui est complexe. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on puisse en discuter à ce moment-là on a des personnes en France qui connaissent bien l'OMS, et je vous ramène peut-être au livre de Didier Houssin, qui a écrit au moment du Covid sur justement la participation de l'OMS et sa lenteur à déclarer le Covid comme pandémie mondiale, qui est un élément essentiel, ensuite en termes de mise en route de tout ce qui s'ensuit. Et la manière extrêmement détaillée qu'il fait de cette crise dans laquelle il était personnellement impliqué, donc ce livre a la valeur d'un témoignage extrêmement intéressant qui montre le fonctionnement et le dysfonctionnement de l'OMS, qui s'est rattrapé un peu après. Mais ce livre qui doit s'intituler L'ouragan, le cyclone Covid-19, ou ça, H.O.U.2.SIN, chez Odile Jacob, est un très bon livre sur, je dirais, les progrès qu'il y a à faire au niveau de l'OMS. Vous avez parlé des tout petits, des post-docs, etc. Qu'en est-il de l'intégrité scientifique chez les vieux professeurs? Les vieux professeurs qui, pour certains d'ailleurs, dont un est prix Nobel, elle est où l'intégrité scientifique? Comment vous pouvez interagir avec eux? Pour l'intégrité scientifique, il faut faire quand même des sciences. Donc, si vous voulez, les tout jeunes, ils ne font pas de sciences, d'accord, et les très vieux n'en font plus non plus. Les très vieux, faire la science, on peut en parler, mais en faire, c'est autre chose. Il faut avoir une idée, il faut avoir des moyens, il faut pouvoir réaliser quelque chose et ensuite analyser, etc. Donc, si vous voulez, le point, il faut que chacun soit à sa place. Donc, nous, notre rôle de vieux professeur, comme vous le dites, mais pas Nobel, malheureusement, je peux vous le dire, c'est de pouvoir transmettre ce qu'on sait avec... Je parle, pour être clair, le professeur Raoult, on fait quoi avec rien. D'autres. Ok. Donc, pour lui, le voilà, concernant, rideau terminé, point à la ligne. On ne parle pas d'intégrité scientifique. Mais, oui et non, ces articles sont... Par exemple, on parlait de Puppear et de Retraction Watch, ces articles sont dedans. Quand on va regarder dans Puppear, il doit y avoir 35 ou 40 articles de lui auxquels on dit ça va pas, il n'a pas respecté les règles d'éthique, il n'a pas respecté les méthodologies correctes, il n'a pas respecté ceci et cela. Mais après, on parle vous évoquez la colonne vertébrale juridique. Oui, à ce moment-là, c'est la responsabilité, effectivement, de plusieurs instances. Quand on est médecin et qu'on exerce à l'hôpital de Marseille,
ou quand on exerce à l'intérieur de l'Institut hospitalier universitaire des maladies infectieuses de Marseille, dont il était le directeur, c'est la responsabilité de son conseil d'administration de prendre... Voilà, il faut remettre les responsabilités où elles sont. C'est la responsabilité des organismes de recherche qui l'ont financé de savoir s'il continue ou non le financement, et même de se retourner contre lui. Voilà les responsabilités. Et elles existent, et elles sont en cours. Donc, elles ne sont peut-être pas suffisamment ou trop, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, la question est clairement posée, elle n'est pas réglée. Ce n'est pas une affaire qu'on règle trop rapidement, mais je sais qu'elle est en cours de règlement. Voilà. Et c'est très bien. Et il y a nécessité, effectivement, de faire le point sur cette question-là, et bien d'autres qui sont arrivés au cours du Covid, et avant et après aussi, bien sûr. Est-ce que vous réfléchissez également à un système de label? Alors, je comprends la difficulté de pouvoir lire des articles et les labelliser. Mais est-ce qu'on réfléchit finalement à ça pour pouvoir dire, finalement, ces articles sont crédibles et complètement validés, vérifiés? C'est normalement le travail des éditeurs et des référés dans les grands journaux, dans la mesure où la qualité de l'analyse de ces journaux, la qualité de leur contenu éditorial va donner une réputation. Si vous voulez, s'il y avait par exemple des rétractations d'articles trop fréquents dans tel journal, dans telle revue, ça la coulerait. Donc, à eux de prendre les mesures nécessaires en amont. Je donne simplement un exemple précis pour me faire comprendre. À l'heure actuelle, une des difficultés quand on fait un travail impliquant, je dirais, des données complexes, c'est l'analyse statistique. L'analyse statistique peut être trop complexe pour pouvoir être faite uniquement par l'équipe qui entreprend la recherche. Il faut donc, quand elle publie, qu'elle s'associe avec des experts en statistique et qu'au moment de la lecture de l'article, pour son acceptation ou non, il y ait un expert de statistique du journal qui soit impliqué. Eh bien, il y a quelques journaux, et notamment des journaux anglais, qui prennent la chose très au sérieux. Étant donné que les données sont ouvertes, accessibles à tous, il y a des statisticiens professionnels qui refont les calculs pour être certains que quand on dit que c'est significativement véridique, possible, etc., avec tel critère très précis, on peut l'être en statistique, eh bien c'est la réalité. Et à ce moment-là, je trouve que c'est un dialogue intéressant entre le chercheur d'un côté et d'autre part l'organisme de publication qui vérifie, mais qui en même temps est une aide à la publication et qui assure la réputation du journal. Donc oui, c'est possible et ça existe. Malheureusement, pas suffisamment, mais pour quelques très grands journaux, notamment, c'est vrai encore, les journaux anglais. Les Anglais sont vraiment bons dans ce domaine-là, ils sont rigoureux et ils peuvent avoir des faiblesses, mais là, c'est bien. Lorsqu'on a vécu, par exemple, dans le cas de la pandémie Covid-19, j'ai eu le sentiment que pas grand-chose de tout ce que vous avez dit a été appliqué. J'ai eu le sentiment que vous avez évoqué des médecins de plateau qui venaient dire tout et son contraire, même des gens qui étaient professeurs de médecine. Tout à l'heure, vous avez, dans votre conférence, évoqué l'affaire Surgisphère de la publication du Lancet qui a été rétractée. J'ai vu encore il n'y a pas longtemps, puisque Internet a beaucoup de mémoire, des extraits vidéo où on voyait le professeur Juvin nous expliquer que c'était une excellente étude et que c'était, pour ce qui concerne de l'hydroxychloroquine, à propos de laquelle je n'ai pas d'opinion particulière, que c'était quelque chose, l'affaire était close. On savait que c'était quelque chose de dangereux et qu'il ne fallait pas l'utiliser. On a entendu, là encore, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Internet, toutes les déclarations de Mme Karine Lacombe, professeure de médecine, qui nous expliquait qu'on avait des études solides montrant que le vaccin empêchait la transmission. On sait depuis qu'il n'en est rien. Et ça pose quand même problème. Enfin, en tout cas, moi, ça m'en pose. Et je pense qu'il y a du nettoyage à faire. Il faut qu'on ait un retour sur expérience de tout ça. Alors, sur le Covid, il y a énormément de travaux qui sont faits ou qui ont été faits, mais récemment, et que tout le monde n'a peut-être pas lu parce qu'ils sont moins spectaculaires et moins palpitants, si je peux dire.
lors de la crise même du Covid, où nous étions beaucoup plus impliqués, mais il y a réellement une prise de conscience un peu tardive, je vous l'accorde, mais qui existe. Donc ce que j'espère, c'est qu'on ne refera pas les mêmes erreurs lors d'une prochaine épidémie. Mais il y a à l'heure actuelle, je dirais, une analyse approfondie, réellement, croyez-moi. Alors bien sûr, au moment d'une crise, il y a, tout peut arriver et peut-être que demain nous aurions les mêmes défauts parce que l'homme est l'homme et que voilà, il cède aux tentations des projecteurs et de se sentir un peu porté par des médias qui ne cherchent qu'une chose d'ailleurs, sans vérifier quoi que ce soit, c'est promouvoir leur propre journal, leur propre système d'information, de communication. Donc je ne peux pas vous dire plus, mais on n'est pas inactif. C'est tout ce que je peux dire et voilà, on en a tiré. Je veux juste rajouter un petit quelque chose. Il y a à l'heure actuelle une dame qui était venue, je crois que vous étiez à la journée scientifique, qui s'appelle Madame Atlani Duhaut, qui est une anthropologue. Et à l'heure actuelle, elle est en train de rassembler l'ensemble des données qu'on peut avoir sur le Covid, à la fois des données de médias, de sciences, d'anthropologie, etc. Enfin, il y a à peu près tous les corps de métier, disons, scientifiques, de façon à pouvoir analyser la crise et pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc peut-être on va la laisser travailler et comme j'avais eu son contact, on pourrait lui demander de revenir un jour. Mais est-ce qu'il y a un pôle dans les autres pays et où vous vous coordonnez pour justement contrer ces fake news qui circulent comme le disait le docteur Goebbels, plus le mensonge est gros, mieux il passe, et on l'a vu au cours du Covid et on le voit encore tous les jours. Est-ce qu'il y a un moyen que vous fassiez un truc un peu spectaculaire pour dire, voilà, on peut combattre ça et trouver un slogan? Mais écoutez, si on regarde ce qu'il en est pour l'intégrité scientifique elle-même, on restreint peut-être là-dessus, oui, la coopération est forte, puisque à l'heure actuelle, nous raisonnons tous de la même manière dans tous les pays du monde, avec, si vous voulez, les mêmes types de demandes ou d'exigences vis-à-vis des chercheurs, des journaux scientifiques, etc. Il n'y a pas de divergence, hein, réellement. Donc, si vous voulez, la manière d'évaluer, par exemple, un article est la même, plus ou moins scientifiquement bien faite, mais c'est la même, basiquement, entre un journal anglo-saxon ou un journal japonais ou chinois. Au départ, c'est cela. Donc, on progresse dans ce domaine-là. Moi, je suis plutôt optimiste parce que les gens communiquent beaucoup entre eux. C'est un sujet qui est nouveau et qui intéresse beaucoup nos communautés qui en voient l'importance. Donc, oui, je dirais que oui, il y a réellement un effort international qui est mis en route. Il n'y avait rien, encore une fois. Il y a 10 ans, je crois que c'était la première fois qu'à Montréal et aussi en Hollande où ils ont, je dirais, une chaire d'intégrité scientifique, la première qui existe. Vous voyez, tout ça se met en place. Nous avons à l'Académie des sciences un comité qui travaille là-dessus. Nous interrogeons la personne de Hollande qui a cette chaire la semaine prochaine. Donc vous voyez, et avec un politique. Donc si vous voulez, c'est des petits pas, c'est vrai, mais c'est des petits pas qui vont dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'est pas spectaculaire aussi vite. Il y aurait un autre problème, ce serait évidemment un peu difficile, mais nous avons déjà un réseau qui existe. Et ça, c'est un point important, un réseau d'influence, dont on peut espérer qu'il influerait aussi le politique, comme je l'ai dit. Dans ma grande naïveté, je pensais que tous ces organes dont vous venez de nous parler existaient déjà depuis belle lurette. Et je suis vraiment très surprise que ça n'existe pas. Et je me demande, sans pessimisme, si l'intégrité scientifique dont vous parlez ne se substituerait pas peu ou prou à l'éthique de responsabilité. Vous abordez un autre sujet, hein, là. Alors, donc, comme il est un peu tard, mais oui, bien sûr, la responsabilité scientifique, c'est un sujet extrêmement important, mais c'est pratiquement, il faut aller dans le détail, et je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais ce que vous dites, en revanche, sur
votre constatation que vous êtes surprise, en fin de compte. Au moins, je suis heureux que vous avez été surprise de quelque chose que vous ignoriez. Ah, ben ça c'est important. Moi, j'ai fait mon boulot ce soir. Vous pensiez que ça existait, que ça allait de soi, que c'était évident? Eh ben non, pas du tout. C'est récent. En France, c'est encore plus récent que dans certains autres pays. Mais le point important, c'est bien pour ça que je voulais parler de l'irrésistible ascension, non pas d'Arturo Ui, mais de l'intégrité scientifique, c'est qu'on est quand même sur une pente ascendante. Alors, essayons d'y rester, mais on part de très loin, effectivement. Je peux juste vous donner un point un petit peu concret. En fait, les référents d'intégrité scientifique ne prennent pas de décision. C'est-à-dire que nous, on fait des instructions, et on écrit un rapport, et on transmet à nos autorités, etc. Donc, je n'ai pas eu une expérience folle, mais disons, sur les 5 ou 6 instructions que j'ai faites et pour que j'ai envoyé disons des conseils, une conclusion et des conseils au président, le président de l'université a toujours suivi ce qu'on fait. C'est-à-dire, si on suggérait qu'il n'y a rien, il ne revenait pas sur la question, et si on suggérait qu'il fallait prendre des sanctions ou prendre des dispositions, il a pris les sanctions et les dispositions qu'on lui donne. Donc, il y a un aspect concret derrière qui commence à marcher, semble-t-il. Voilà. Mais sur quelque chose de petit. Voilà. Écoutez, merci infiniment. Merci tout d'abord Pierre, une excellente conférence qui a suscité beaucoup de questions. Peut-être on pourrait encore rester là longtemps, mais je ne suis pas très surpris que tu aies fait une excellente conférence et que ça ait suscité de l'intérêt. Donc merci à vous d'être là, d'être resté longtemps avec des questions. Voilà, c'est bien, je vous remercie beaucoup. Donc la question va continuer. Pour le moment, sincèrement, je dois vous dire, on n'a pas de programme, on a des idées, on a des idées, mais il y aura probablement 3 conférences d'ici le mois de juin. Mais pour le moment, on n'a pas de, on a encore personne. J'avais essayé de faire venir Alexis Génie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un écrivain qui a eu le prix Goncourt en 2011 et qui parle de biodiversité parce qu'il était agrégé de Sciences Nat. J'ai trouvé ça intéressant, il a écrit des bouquins sur La planète n'est pas sûre et sur le cerveau aussi. Il a fait un AVC et il décrit tout ça. Mais justement, il a fait un AVC, il est fatigué, et il veut rester dans sa Gironde et il n'a malheureusement pas voulu venir. Qui nous aide, la bibliothèque, donc avec une nouvelle directrice qui s'appelle Sabrina Michonneau, et puis toujours les mêmes, Jérémy, Ludivine, Aurélie, Isabelle, Anne qui n'est pas là ce soir, je ne sais pas si j'oublie quelqu'un, si j'oublie quelqu'un, je suis désolé, mais c'est mon déclin cognitif. Et le papier, le deuxième que j'ai perdu avec le premier. Donc voilà. Et puis je vais remercier aussi les gens du théâtre, Guillaume, Sandrine, qui est quelqu'un que je ne connais pas, donc je ne connais pas le prénom. Mais merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et puis merci au public et on espère vous voir très rapidement. Merci.